Donc on va ouvrir la journée avec Agnès Vitko qui est là pour discuter de la définition de la dyslexie et voilà, on vous propose une réflexion autour de cette définition. Et on va commencer par un extrait du MOOC dont on vous a parlé tout à l'heure, un MOOC qui s'appelle Étudiants dyslexiques dans mon amphi, comprendre et aider, et qui commence aujourd'hui. Donc c'est le hasard du calendrier, mais la première séquence débute aujourd'hui et diffusée aujourd'hui. Donc je vous laisse écouter ce passage. Pour moi, la dyslexie, c'est malheureux, mais c'est un vrai handicap. Donc, c'est un handicap qui empêche les élèves de vraiment s'épanouir. C'est un handicap qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas et qu'on a du mal à comprendre de l'extérieur. Et de l'intérieur, c'est un handicap qui se fait au quotidien, c'est pas que à l'école. C'est pas que quand on rédige quelque chose, c'est inverser les mots quand on parle, c'est écrire un SMS, mettre des syllabes à l'envers, c'est de réfléchir, bon bah alors là est-ce qu'il y a un S, est-ce qu'il y a un T, est-ce que c'est de l'imparfait, du subjonctif, machin, donc on se focalise là-dessus, et puis oui mais alors est-ce que le mot, est-ce qu'il va bien là, il faut que je le mette avant, en fait c'est, comment dire, c'est comme si on avait un train et qu'il faut faire un assemblage et on ne sait pas dans quel sens mettre les choses. Je me souviens à l'école primaire, quand on commençait à apprendre à lire, on avait des fiches de lecture à faire tous les soirs. Je me souviens d'être consciencieuse et de les faire, de la lire une fois, de recommencer, de la lire une deuxième, de recommencer, toujours pas savoir de quoi ça parlait. Et jusqu'à un jour où j'ai décidé d'arrêter. Je me rends compte que je confonds les lettres. Quand j'écris, c'est compliqué. Il y a des lettres, je vais les mélanger. Je sais que depuis toujours, la lecture, tous les mots compliqués, je les saute. J'ai pris cette habitude. Alors, les noms de famille, à part si c'est Dupont ou Martin, mais sinon, dès qu'il y a plusieurs consonnes à la suite, je saute. Dans ma tête, c'est quand il y a, par exemple, un ST ou plusieurs consonnes, c'est l'image que dans ma tête, c'est comme si toutes les consonnes, elles viennent comme ça, en bouteille, elles viennent s'accumuler, et puis il se passe rien parce que je sais pas dans quel ordre les resituer, ça fait juste un encombrement. Des mots trop longs, je vais lire la première syllabe et la dernière et mon cerveau il va essayer de comprendre le mot alors que des fois c'est pas du tout le bon mot. Comme là j'ai eu l'expérience il y a 2 jours entre le mot individuation et individuation et individuasi. Bon, voilà. Bref, j'ai remarqué beaucoup s'il y a des matières où les mots finissent en ion. C'est très compliqué parce que je retiens pas. Je me souviens que ça finit en ion, mais je peux mettre n'importe quel mot qui finit en ion à la place d'un autre et j'ai plus le sens. C'est comme si les choses, je pouvais pas les mettre dans une case. Il y a plusieurs modèles. C'est soit j'arrive à les mettre dans une case et puis elles se déplacent dans les cases, soit les cases, c'est comme ça là. Elles se rendent l'une dans l'autre et elles sont plus bien délimitées. Ou soit les cases se déplacent carrément, c'est plus les choses dans les cases. Il y a vraiment un problème, en tout cas chez moi, à catégoriser et à bien délimiter quelque chose par rapport à une autre. Il y a beaucoup de confusion en fait, c'est vraiment le mot qui me vient tout le temps. Les personnes dyslexiques qui définissent le mieux la dyslexie. Et pour compléter cet extrait, qui reprend, je vous propose cette citation que j'ai piquée à une étudiante dyslexique qui participe à nos projets. Sur la route, pour atteindre un objectif, il y a les autoroutes et les chemins, un peu plus sinueux. On met un peu plus de temps, mais ils sont aussi agréables avec de jolis paysages. Par ces chemins, souvent plus compliqués, on met plus de temps, mais on apprend beaucoup. Et surtout, on arrive à la même chose. La dyslexie, c'est un peu comme ça, on emprunte les chemins. Donc voilà, j'aime beaucoup cette citation parce que je trouve que c'est une belle métaphore. Et puis, si vous voulez en savoir plus, cette étudiante a donc écrit une petite note dans un dossier qui s'appelle « La dyslexie à l'âge adulte » dans la revue L'Orthophoniste. Donc maintenant, si on en vient à la définition de la dyslexie et selon le DSM-5, parce qu'il faut bien tout de même avoir une définition de base,
Eh bien, donc le DSM-5 apparaît comme la classification internationale de référence et elle va parler des troubles neurodéveloppementaux et parmi les troubles neurodéveloppementaux, on va voir les troubles spécifiques des apprentissages. Et les troubles spécifiques des apprentissages représentent un ensemble de signes relevant de déficits de la lecture, de l'expression écrite et ou du calcul. Ils impliquent des compétences significativement inférieures à celles attendues pour un âge chronologique donné. Ces signes interfèrent négativement et significativement sur les performances scolaires, universitaires ou professionnelles et avec les activités de la vie courante. Il s'agit de difficultés persistantes depuis au moins 6 mois et ces difficultés se traduisent par au moins l'un des symptômes suivants: lecture de mots inexacts, lente ou laborieuse, difficulté à comprendre le sens de ce qui est lu, difficulté à épeler, donc avec l'orthographe, difficulté dans l'expression écrite, difficulté à maîtriser le sens des nombres, les données chiffrées ou le calcul, difficulté dans le raisonnement mathématique. Et puis, la dyslexie apparaît comme la manifestation la plus fréquente de ces troubles spécifiques des apprentissages. Elle se caractérise par un profil d'apprentissage caractérisé par des difficultés à reconnaître les mots courants de façon exacte ou fluide, ou de faible habilité de décodage et d'orthographe. Ainsi, la dyslexie empêche l'enfant de mettre en place un système de décodage de l'écrit et d'identification des mots suffisamment rapide et automatisé pour lire et écrire de manière fluide et consacrer l'essentiel de ses ressources cognitives à l'élaboration d'une représentation mentale du contenu sémantique, des phrases et du texte, donc la compréhension, et la construction et structuration du texte en écriture. Donc là, je ne sais pas si vous connaissiez cette animation qui circulait un petit peu. Donc c'est un texte qui bouge un petit peu et donc ça peut nous faire penser à la lecture d'une personne dyslexique. En tout cas, les personnes dyslexiques nous disent que c'est une très belle image pour se représenter ce que c'est la dyslexie en lecture. Donc maintenant, j'aimerais vous parler de quelques projets transdisciplinaires qu'on a pu élaborer sur Lyon et pourquoi on a commencé à travailler sur la dyslexie à l'âge adulte. En 2013, on a eu une prise de contact avec la mission handicap de l'Université de Lyon. Ils nous ont appelés parce qu'ils nous disaient qu'ils avaient de plus en plus d'étudiants dyslexiques qui arrivaient dans l'enseignement supérieur et que finalement, ils connaissaient mal cette population et puis surtout, mis à part un peu plus de temps en examen, ils ne savaient pas trop comment les aider. Donc du coup, on a commencé à réfléchir et puis différents projets sont nés. Donc il y a eu le projet Étudis, accueil, intégration et accompagnement des étudiants dyslexiques à l'université. Il y a eu le projet Disarable qui focalisait un peu plus sur la production de l'écrit et de l'oral et sur l'apprentissage de l'anglais. Et puis dans un deuxième temps, là où par exemple Agnès nous a rejoint, il y a eu le projet Flexidis, flexibilité lexicale, syntaxique et discursive des étudiants dyslexiques, où là on s'attache vraiment à la production écrite et orale de l'étudiant dyslexique. Et puis le dernier, le projet Parvidis, parcours de vie des étudiants dyslexiques et environnement, trajectoire médicale et scolaire. Donc tous ces projets ont été un petit peu construits de la même manière, c'est-à-dire qu'on a eu des questionnaires avec des données subjectives, qu'on a associés à des expérimentations qui nous permettaient d'avoir des données objectives, et tout ceci dans le but de mieux spécifier les difficultés des étudiants dyslexiques. Parce que finalement, quand on arrive dans l'enseignement supérieur, il y a des tâches qui peuvent paraître difficiles à tout étudiant. Donc nous, notre but, c'était vraiment de dire, bon ben non, vous voyez par exemple la prise de notes en cours associée au suivi d'un PowerPoint, à l'écoute de l'enseignant, en fait, est une difficulté qui est retrouvée, ressentie beaucoup plus chez les étudiants dyslexiques que chez les étudiants contrôle. Et donc tout ceci dans le but, pour chacun des projets, on a vraiment à cœur de mener des actions de sensibilisation, de formation, voilà. Et juste 2-3 mots sur la perspective transdisciplinaire de ces projets et de la journée d'aujourd'hui, c'est que vraiment on est dans une perspective transdisciplinaire. Ça veut dire qu'on monte nos projets
avec les usagers, avec différents types de professionnels et différentes disciplines. Donc tous ces projets, il y a bien entendu des chercheurs, mais on travaille depuis maintenant pas mal de temps avec Nicole Philibert, donc avec Distinguons-nous puis Atoudis. On travaille avec des professionnels de santé, évidemment. Donc vous voyez qu'ici, on a l'URPS, la FNO, le SDORA, donc notamment des orthophonistes et des neuropsychologues. On travaille avec, bien entendu, les institutions locales. Hein. Donc, on a été contacté par la mission handicap de l'Université de Lyon, donc on a beaucoup travaillé avec eux. Et puis maintenant, on travaille également beaucoup avec la mission handicap de l'Université catholique de Lyon. Et puis, on travaille avec les personnes dyslexiques elles-mêmes. C'est-à-dire que dans les projets, dès le départ, on les intègre, les étudiants, pour, des fois, ça nous fait du bien d'être rappelés à l'ordre. Ils sont là pour nous dire, non, ça c'est quelque chose qui me préoccupe davantage. Voilà, donc on peut réorienter aussi notre recherche, nos questions de recherche par rapport aux usagers. Voilà, un petit schéma rapide pour expliciter le processus transdisciplinaire. Donc il y a la recherche, il y a la société, il faut vraiment un processus transdisciplinaire entre les deux, avec différentes disciplines en recherche. Donc dans nos projets, il y a la psycholinguistique, il y a la neuropsychologie, il y a la linguistique, il y a l'orthophonie, on a oublié la sociologie. Dans une perspective interdisciplinaire. Et le but dans ce processus transdisciplinaire, c'est de mieux prendre en charge les étudiants dyslexiques dans l'enseignement supérieur, en intégrant les acteurs sociétaux, donc les étudiants dyslexiques, les missions handicap, les orthophonistes, et voilà, de pouvoir faire avancer les choses au mieux. Et maintenant, je passe la parole à Agnès. Voilà, bonjour. Alors, je prends le relais pour continuer cette réflexion sur comment définir, parler, décrire la dyslexie. Alors, dans le dossier de l'orthophoniste, là, de septembre dernier, on est donc revenu sur cette définition qui fait consensus hein, dans le monde international de la dyslexie sur la question des troubles spécifiques des apprentissages, où on nous parle donc d'une entrave neurodéveloppementale qui est surtout décrite en début d'apprentissage, mais aussi plus tardivement. C'est ce qui nous amène sur la question des problématiques adultes, donc qui intervient plus tardivement lorsque les demandes excèdent les capacités d'une personne. Hein. Donc à un moment donné, hein, et j'en parlais encore ce matin avec quelqu'un qui me parlait d'un jeune, c'est que la personne compense jusqu'au moment où elle ne pourra plus compenser. Alors tout ça dans le DSM-5, ça touche la lecture, l'orthographe, l'expression écrite et la cognition mathématique. Alors quand on est sur cette définition, finalement on se dit on est dans une approche qui est très normative, qui est à un moment donné, hein, donc avec une approche vraiment développementale au départ, et surtout focalisée sur l'aspect cognitif. Hein. Cela dit, Audrey vous a parlé d'une liste de symptômes, hein, et on lit bien dans le DSM-5 que quand on définit la dyslexie comme ça, cela n'est pas une définition complète de tout ce qui est problématique, de tous les troubles sous-jacents. Et ce qu'on lit aussi dans le DSM-5, c'est qu'on a affaire à des processus cognitifs, émotionnels, comportementaux et physiologiques. Donc vous voyez que ça fait vraiment un large spectre de troubles. Alors, ça vaut vraiment la peine de se repencher sur le DSM-5 qui, à un moment donné, nous parle d'une approche dite de la formulation de cas cliniques. Alors ça, je pense que c'est une approche qui convient et qui parle tout à fait aux cliniciens, parce qu'on nous dit bien, bon, on peut définir la dyslexie de manière globale, mais toute évolution clinique est typique et propre à chaque individu. Hein, en fonction de son histoire développementale et de sa maturation, ça paraît évident. Ce qui nous intéresse en santé publique, c'est les facteurs de risque, hein, qui peuvent être biologiques et environnementaux, et bien sûr, avec les recherches en neurosciences et en neurologie, tous les corrélats neuropsychologiques et physiologiques qui sont caractéristiques de la personne et qui sont largement au travail dans la recherche fondamentale en neurosciences à l'heure actuelle.
Donc, si on veut se donner une définition de la dyslexie qui serait un petit peu plus facile, notamment pour travailler en clinique, on se dit que d'un côté, on a des aspects conceptuels, donc il faut mieux comprendre ce que représente le trouble qu'est la dyslexie. Et d'un autre côté, on a des aspects opérationnels, c'est-à-dire qu'on va mettre en œuvre des actions qui seront complémentaires et surtout qui seront articulées, coordonnées, pour aider à résoudre ces problèmes en lien avec la dyslexie. Alors, ces deux aspects, conceptuels d'un côté, opérationnels de l'autre, se retrouvent dans la littérature. Alors tout à l'heure, Audrey a parlé sur un plan assez conceptuel, il y a une définition qui est les travaux de Lyon et collaborateurs qui datent de 2003, qui était déjà citée dans le rapport INSERM de 2007. Donc c'est cette grande définition où la première partie, je ne la reprends pas puisque Audrey vous l'a lu. Et en tout cas, après, on arrive sur la question des difficultés. Donc ces difficultés résultent typiquement d'un déficit dans la composante phonologique du langage. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est consensuel chez l'enfant et chez l'adulte. Et c'est souvent inattendu par rapport à d'autres capacités cognitives. D'ailleurs, c'est pour ça que ça ne se voit pas, c'est pour ça qu'il y a de la compensation naturelle. Et aussi, c'est en décalage avec l'enseignement qui est fait en classe pour la bonne raison que les méthodes d'apprentissage de la lecture et de l'écriture ne sont pas opérantes pour quelqu'un qui a une dyslexie. Les conséquences secondaires peuvent être des problèmes dans la compréhension en lecture, et je vous en reparlerai tout à l'heure, ce qui entraîne une expérience réduite en lecture, une exposition réduite parce qu'on démissionne, parce que c'est trop compliqué, parce que c'est pénible. Et du coup, il y a une perte de vocabulaire parce que le langage élaboré et le vocabulaire, au départ, il progresse à l'oral, mais ensuite, il progresse avec la lecture. Et finalement, ça entraîne une perte aussi pour les connaissances générales. Donc, vous voyez, là, on est dans une définition très conceptuelle. Bon, ça nous parle, effectivement, mais quand on est clinicien et qu'on a affaire à un bilan, on va avoir besoin de définitions plus opérationnelles. Et là, je me réfère à M. Habib, qui travaille donc dans des services hospitaliers, à la fois en recherche avec des cliniciens, où lui, donc, il nous présente la dyslexie en disant « c'est un ensemble de troubles qui se définit par une altération de la lecture, dont l'origine est en grande partie génétique ». Donc ça, c'est important. Ça veut dire qu'il y a des individus à risque. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'études dans les familles et sur même plusieurs générations, je pense. Et il ajoute « de nombreux facteurs liés à l'environnement semblent en limiter l'intensité ». Et là, vraiment, bon, c'est vrai qu'on a fait un beau travail d'échange avec Atoudis. Et cette question de l'environnement, Nicole Philibert me le disait encore ce matin, est au cœur de cette réflexion sur comment finalement, sur un plan plus opérationnel, on va pouvoir comprendre comment une personne peut progresser même avec un trouble 10. Et Habib nous dit finalement, je pense que ça c'est vraiment intéressant pour le clinicien, il décrit 3 types de troubles associés à la dyslexie, c'est-à-dire des troubles qui seraient un petit peu dominants, en rapport avec des études neurofonctionnelles. Là, je vous laisserai aller voir son article de 2018, où finalement, on a 3 profils de fonctionnement cérébral, au moins. Donc, c'est de dire qu'on a une dyslexie qui serait marquée par des troubles du langage qui seraient prédominants, donc des troubles sur un versant plus linguistique. On a une dyslexie où c'est les troubles de l'attention qui seraient prédominants. Et moi, je travaille avec des jeunes qui sont en grande difficulté, et c'est vrai que le trouble attentionnel est important. Et aussi, un profil où les troubles de la coordination motrice sont importants. Et là, en clinique, je suis vraiment de plus en plus inquiète, où on a des jeunes qui vont arriver à lire en compensant, mais qui n'arrivent pas à écrire. Donc cette question d'écriture, notamment avec la question des productions écrites, on va y revenir, est consubstantielle, et vraiment ces 3 tableaux-là nous donnent sur le plan opérationnel, sur le plan clinique, des pistes. Et avec le conseil, finalement, quand on ne sait pas trop sur quel axe aller, favoriser l'activation simultanée de plusieurs canaux sensoriels pour justement pouvoir travailler sur différents niveaux. Donc, si j'avance sur une mini-conclusion, parce que c'est des travaux en cours,
Finalement, si on veut définir la dyslexie, on voit bien qu'on est dans des troubles complexes, hein, on lit dans le DSM-5, mais on s'en rend compte aussi, où finalement, on aurait à travailler sur 4 plans, c'est-à-dire un plan génétique, un plan neuronal, un plan cognitif et un plan comportemental. Donc, en ayant cette architecture de base, on se rend bien compte que les deux plans génétiques et neuronales sont vraiment conceptuels à notre niveau, dans la mesure où ils sont vraiment en lien avec des connaissances en neurologie, en neurosciences, et que si on veut travailler sur ces troubles complexes, on est obligé d'actualiser ces connaissances, soit par de l'evidence-based practice, soit en lisant les recommandations nationales et internationales, bon, elles sont en anglais, et vraiment en mettant en œuvre du développement professionnel continu, et c'est ce que font les professionnels en général. Maintenant, sur le plan cognitif et comportemental, on est dans des aspects plus opérationnels, et c'est là qu'on va être vraiment dans du travail de terrain pluri-interdisciplinaire, parce que ça va convoquer la pédagogie, la didactique de la lecture ou de l'écriture, la linguistique clinique, la psychologie, la neuropsychologie, l'orthophonie, et on va un petit peu tous construire une action clinique qui est sur 2 plans. Au niveau cognitif, c'est vrai qu'on va être sur vraiment quels sont les processus de traitement du langage écrit qui sont déficients, et on ne va pas être sur des choses qui sont, ben voilà, il a des problèmes de lecture globale ou des problèmes de déchiffrage. On va essayer de comprendre les troubles cognitifs sous-jacents. Est-ce que c'est plutôt phonologique ou est-ce que c'est plutôt visuel-attentionnel? Est-ce qu'on arrive à un traitement linguistique sublexical, c'est-à-dire que uniquement au niveau des syllabes, au niveau des sons, ou lexical, c'est-à-dire qu'on aura des mots? Quelles sont les performances au niveau des fonctions exécutives? Parce qu'on parle beaucoup de dyslexie et fonctions exécutives, et là, il y a pas mal de désaccords. Et surtout, ce que je vous disais, allez voir aussi les performances graphomotrices. Hein. Quelle est la nature spécifique des erreurs et les moyens de compensation? Et au niveau comportemental, l'idée, c'est vraiment de voir comment un sujet, même s'il a des troubles 10, il va faire des tâches, il va mettre en place tout un ensemble de stratégies qui sont propres à chaque sujet. Est-ce qu'il faut renforcer ces stratégies? Est-ce qu'il faut les modifier par des exercices qui vont justement laisser des traces sur le plan cérébral selon les exercices qu'on choisit? Est-ce qu'on peut soutenir par des outils adaptés? En tout cas, on voit là que la didactique de l'apprentissage de la lecture est importante, hein, tout ce qui va se passer sur le plan pédagogique, et les disciplines de santé vont travailler en collaboration, orthophonie, orthopsie, ergothérapie, en finissant sur le vécu du trouble, parce que c'est important aussi de voir comment les personnes vivent ce trouble. Alors, la vision transdisciplinaire nous permet vraiment de faire évoluer la définition de la dyslexie en prenant en compte la trajectoire évolutive, en prenant en compte les facteurs de réussite, parce qu'on voit dans la pratique clinique notamment l'évolution de la dyslexie qui permet d'avoir un parcours de vie et de réussir. La dysorthographie, je pense qu'il ne faut pas la laisser de manière, parallèle, mais c'est vraiment un trouble consubstantiel. Si on peut lire et qu'on ne peut pas écrire, eh bien, on sera aussi en difficulté. Et puis, donc, aller sur la production d'écrit, on va le voir tout de suite avec Audrey, et bien sûr en intégrant les connaissances en neuroéducation sur la dyslexie, parce que ça nous permet vraiment d'aller sur des types d'exercices qui peuvent être tout à fait spécifiques. Donc, c'est pour vous dire que cette évolution de la définition, elle est en cours, hein, et qu'elle permet vraiment d'enrichir les aspects définitoires de la dyslexie avec tous les acteurs qu'on vous a cités, sans oublier ce que j'ai mis en dernier recours, la digital literacy, c'est-à-dire le fait qu'on est en train de développer de nouveaux profils de lecteurs, puisque les personnes lisent sur des écrans, et là je pense qu'ils mettent en place des compensations, ils mettent en place des nouveaux processus, mais que pour le moment on ne connaît pas forcément. Mais l'idée, c'est vraiment de travailler à une meilleure prise en charge des individus dyslexiques, de l'enfance à l'âge adulte, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Merci.